12e édition du Sommet international de la finance, le plus grand rendez-vous annuel de la finance en Haïti. Il se déroule cette année autour du thème financer les micro, petites et moyennes entreprises en Haïti. Cette année, le sommet est organisé en format hybride, c'est-à-dire l'événement est à la fois en ligne et en présentiel. Merci à vous qui êtes ici à l'Hôtel Marriott, également à vous qui nous suivez sur les différentes plateformes qui vous transmettent cet événement. Vous venez de suivre avec nous le second panel qui se déroulait justement autour du thème défis et contraintes des PME évoluant dans le milieu rural avec Maxime Charles. Maintenant, c'est le temps de suivre le troisième panel. Et nous avons avec nous pour ce panel Maître Claudie Marsan. Et elle est avocate publiciste, spécialiste senior en passation de marché public. Maître Claudie Marsan, bonsoir et nous sommes heureux de vous accueillir sur ce panel. Bonsoir et merci à tous de l'accueil. Voilà. Nous avons également avec nous Maître Frédéric Gérald Chéry, qui est professeur et chercheur à l'université. Maître Chéry, bonsoir et merci d'être avec nous sur ce panel. Bonsoir. Merci de m'avoir présenté. Et je ne suis pas un maître, je ne peux pas voler le métier de madame. Je suis un économiste. Vous voyez bien là, je travaille sur l'économie. Donc, merci, je vous remercie le groupe Croissance et je vous remercie aussi de m'avoir invité à parler des marchés publics et du renforcement des PME et PME en Haïti. Voilà, et sans plus tarder, nous commençons avec Maître Claudie Marsan. Vous allez parler, Maître Marsan, de faciliter l'accès des PME à la commande publique pour une meilleure relance de l'économie en Haïti. Madame Marsan. Merci. Alors, nous savons tous que les micro, petites et moyennes entreprises ont un rôle clé à jouer dans la commande publique, dans la relance économique en Haïti. Et en effet, c'est la première source de nouveaux emplois. Et nous savons que un entrepreneur, c'est celui qui a un flair que tout le monde n'a pas. Donc, un entrepreneur, c'est saisir les opportunités, c'est détecter les opportunités pour avoir des profits, pour la croissance. Donc, les entrepreneurs saisissent les opportunités de croissance. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des freins que j'ai découverts. Alors, j'ai regroupé des obstacles, disons dans la commande publique, les obstacles qui empêchent les PME à oser les marchés publics en Haïti. Et donc, je les ai regroupés en 4 freins. Et, je vais commencer tout de suite par le premier frein qui pour moi c'est les seuils, parce qu'en marché public on lance des marchés et il y a des seuils de passation de marché et il y a également des seuils d'intervention de la Commission nationale des marchés publics, donc qui fait le contrôle a priori et également a posteriori. Donc le premier frein pour moi, il s'agit des seuils de passation de marché public qui sont trop élevés. En 2012, on avait fait le relèvement des seuils. C'était, je crois, dans l'objectif de permettre les PME de gagner des marchés. Alors, si l'État, si les autorités contractantes passaient des marchés, de grands marchés, donc des marchés allotis, de grands marchés, mais allotis, les PME auraient pu remporter des marchés ou avec la sous-traitance ou des regroupements d'entreprises. Les groupements d'entreprises, les PME pourraient gagner. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de dérives et les PME, malheureusement, n'ont pas pu bénéficier et participer à ces appels d'offres et gagner des marchés. Donc, généralement, nous sommes tous au courant, ces marchés-là sont octroyés par de grandes firmes internationales ou de grandes firmes haïtiennes et au détriment des PME et du peuple haïtien. Donc, ça c'est le premier frein et je pense qu'il faudrait tout de suite
penser à baisser le seuil. C'est vrai qu'en 2021, alors l'année dernière, le 21 octobre 2021, le gouvernement actuel a publié des seuils intermédiaires. C'était pour les procédures allégées, les procédures, les cotations de prix, des procédures restreintes. Mais je pense que ces seuils sont encore assez élevés et ne permettent pas vraiment aux PME de gagner les marchés. Je vais vous expliquer pourquoi. Je dois vous dire qu'en 2012, quand on a eu ces seuils, c'est vrai que ça aurait pu aider. Cette mesure a été également prise dans d'autres pays, comme le Cameroun, mais ça a donné des résultats spectaculaires. Mais malheureusement, en Haïti, ce ne sont que des grandes entreprises qui ont gagné les marchés avec ces seuils très élevés. Donc, il faut, je pense, baisser immédiatement les seuils de passation de marché public. Le deuxième... et il faut également combattre l'opacité dans les marchés publics. Les petites et moyennes entreprises, les micro-petites et moyennes entreprises doivent pouvoir comprendre les procédures qui sont déjà trop lourdes également. Des documents, des textes fastidieux, des documents importants, un volume de documents que les MPME doivent soumettre, mais malheureusement, c'est un petit peu trop compliqué de soumettre tous ces documents-là. On a d'autres pays qui, maintenant, ce qu'ils font, on a des listes, les entreprises, les MPME participent aux appels d'offres, mais peuvent soumettre ces volumes de documents après. Alors, on saurait exiger, disons, moi j'ai travaillé dans les marchés publics, donc je constate que très souvent, il y a des critères discriminatoires, mais il y a aussi des techniques que les autorités contractantes utilisent pour contraindre les MPME à abandonner, pour les décourager. Donc, disons qu'on lance un marché, on vous demande de présenter les états financiers de l'entreprise, on vous demande de présenter le quitus fiscal. Par exemple, le quitus, on n'est pas tenu, on ne peut pas obliger une petite et moyenne, une micro-MPME à soumettre son quitus fiscal à jour au moment de soumissionner. Je peux comprendre qu'on demande la patente. Et là encore, si toutes les autorités contractantes les autorités contractantes peuvent constituer des bases de données, avoir des informations sur les petites et moyennes entreprises. Et à quoi sert vraiment la comparaison des offres? On doit avoir une offre technique et financière, une offre technique et financière de ce côté. Donc, on a plusieurs offres, on les compare, mais on ne va pas comparer les papiers, les documents, les patentes, etc. de ces entreprises-là. Donc, ça, ce n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est les besoins de l'autorité contractante. Donc, on vient avec les petites et moyennes entreprises viennent avec une offre pour combler les besoins, alors pour exécuter l'appel d'offres, pour exécuter le marché. Donc, pourquoi obliger ces firmes à soumissionner dans des conditions qui défavorisent les MPME? Donc, ça, c'est une première chose. Alors, il faut alléger les procédures et alléger les formalités de soumissionner, les formalités de soumission dans les marchés publics. Donc ça, c'est le travail de la CNMP et de la primature, parce que nous savons que la primature, c'est le supérieur hiérarchique de la CNMP. Donc, ils vont se mettre ensemble, la Commission nationale des marchés publics et le Premier ministre, pour trouver des solutions, parce que la volonté de l'État est extrêmement... Alors, la volonté des autorités contractantes aussi, c'est essentiel pour que les PME puissent participer pour faciliter l'accès des MPME à la commande publique. Autre chose,
là, je voulais parler de la société civile parce que nous devons penser à impliquer mieux la société civile dans les marchés publics parce que très souvent, la société civile vient et dénonce les dérives, mais dénonce les dérives quand les torts ont déjà été causés à la société. Donc je pense que la société civile doit maintenant commencer à agir en amont et ne pas négliger à intervenir en tant qu'observateur dans les marchés publics de l'État. Parce que ça, c'est un droit que les sociétés civiles ont pour nous défendre et exiger, par exemple, la transparence dans les marchés publics. À ce niveau-là, mais en amont et non pas en aval. Je vais passer à alors, deuxième frein, je vais parler de la lourdeur des procédures et des conditions de participation. Je viens d'en parler, mais comme solution, ce que je pense, c'est qu'il faut former solidement les jeunes entrepreneurs. Parce que ces entrepreneurs-là ne connaissent pas, généralement les MPME ne connaissent pas les rouages administratifs et ne connaissent pas non plus les procédures de passation de marché public. Donc, il faut former ces gens, former les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on devrait viser les jeunes de 15 à 30 ans. Donc, ce serait une formation intensive, mais solide de ces jeunes-là. Et je pense que le gouvernement pourrait, à travers certaines institutions publiques comme la CNMP, le CFI, le Centre de facilitation des investissements, la Commission nationale des marchés publics et l'unité de lutte contre la corruption également, et d'autres institutions pour aider à former les jeunes entrepreneurs. Et cette formation, je pense, ce matin, on a le gouverneur qui a parlé des supports au MPME. Donc, je pense que cette formation devrait être accompagnée d'un programme de renforcement d'accès au crédit des PME. Je pense que c'est très important d'aider les PME à pouvoir soumissionner et donner les garanties bancaires, etc. Et dans certains pays d'Afrique, par exemple, on n'exige pas les garanties de soumission, par exemple. Parce qu'un soumissionnaire, une petite entreprise qui va soumissionner dans le cadre de marché de, disons, avec ces seuils-là de 40 millions de gourdes pour un marché de travaux lancé par, disons, le ministère des Travaux publics. Donc, une petite ou une moyenne entreprise pourrait s'aventurer. Mais maintenant, il faut donner une garantie de soumission pour rester dans la cause, pour donner la garantie que cette firme-là, cet entrepreneur, va rester dans la cause jusqu'à l'attribution du marché. Donc, il faut obligatoirement une garantie de soumission. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure, je vous ai dit que les seuils trop élevés sont pénalisants pour les micro, petites et moyennes entreprises, parce que comment allez-vous demander à un jeune entrepreneur, par exemple, une jeune entreprise, de soumettre ceci, une garantie élevée. Alors que dans d'autres pays, bon, moi je l'ai même fait dans certains appels d'offres que j'ai lancés, on substitue cette garantie de soumission, on ne demande pas à la firme de donner une garantie de soumission, mais une déclaration, par exemple, une déclaration sur l'honneur que cette firme va rester dans la cause. Donc il y a des pays d'Afrique qui le font. Donc, à ce moment-là, on n'exige pas cette débourre au début même de la participation à un appel d'offres. Or, après avoir soumissionné, donné cette garantie, il faut une garantie d'avance et une garantie de bonne exécution. Et préalablement, une garantie de bonne exécution pour qu'on soit certain que l'autorité contractante va nous donner l'avance. Donc, il faut garantir l'exécution du marché. Donc tout ça, ce sont des freins également à
l'essor des PME et à la participation des PME aux appels d'offres, en plus de la prolifération des documents, en plus des critères discriminatoires que très souvent les autorités contractantes insèrent dans les documents pour écarter les soumissionnaires. Donc ça c'est extrêmement important, il faut alléger les formalités et on peut remplacer, comme je vous ai dit, la garantie de soumission par une déclaration sur l'honneur. Et dans la loi de 2010, du 10 juin 2009, l'article 24 exige qu'on ait recours à l'allotissement des marchés, à la sous-traitance et au groupement d'entreprises. Il y a également l'article 58 de cette loi qui dit clairement qu'il faut donner la préférence aux firmes haïtiennes. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment un pourcentage de marché qui soit réservé aux petites et moyennes entreprises. Alors que dans d'autres pays d'Afrique également, par exemple à Abidjan, 30% des marchés sont réservés aux MPME. En Côte d'Ivoire également, 30% des marchés sont réservés aux PME. Mais il y a une autre façon de faire également. Au Cameroun, ce qu'ils ont fait, moi je pense que c'est encore plus intéressant. Ils ont fixé des seuils de passation de marché pour uniquement les micro, petites et moyennes entreprises. Donc les ténors, alors ce qu'ils appellent les ténors, ce sont les grandes entreprises, n'ont pas le droit de soumissionner dans le cadre de ces marchés-là. Donc il y a des seuils pour les petites et moyennes entreprises et ils ont catégorisé ces entreprises, l'artisanat, etc. Donc ça veut dire que moi je pense que c'est bien fait et qu'on pourrait également avoir des seuils pour que les petites et moyennes entreprises soient mises en concurrence dans un, comment dirais-je, il y aurait un champ pour les petites et moyennes entreprises. Je ne sais pas, on pourrait baisser les seuils à moins de 5 millions de gouttes, par exemple. On va mettre en concurrence les petites et moyennes entreprises. Et on ne va pas leur demander on ne va pas exiger une garantie de soumission. Et ces entreprises-là sont formées. Donc, je pense que tout ça, ça pourrait aider à l'essor. Alors, je suis certaine que ça pourra aider à l'essor de ces entreprises sur le marché et permettre au pays de rebondir. Et ce que je pense également, alors, dans cette, la loi de 2010, l'article 58 ne précise pas, malheureusement, de seuil, mais je pense qu'il faudrait reformuler tout ceci parce qu'il pense à pas un quota, mais un pourcentage de préférence de 15% pour les petites et moyennes entreprises en Haïti qui participent au marché public. Donc, il faudrait soulager les MPME quant au coût de l'investissement pour participer aux appels d'offres. Ça, c'est ce que je pense. Et ce matin, je profite pour saluer les initiatives du gouverneur de la Banque centrale, la Banque nationale de la République, visant à améliorer le climat des affaires en Haïti. Et bon, il est inutile de souligner également l'apport incommensurable de notre ami Kessner Farrell et de Robert Paré. Mais vous savez, il a également parlé, le gouverneur, de l'intégration des femmes. Alors que moi, je dirais que pour que ça soit vraiment réussi, alors faciliter l'accès des MPME à la commande publique, il faut mettre en application les recommandations de quelqu'un que sans doute vous connaissez, c'est Madame Joanne Garnier, qui parle toujours d'inclusion. Donc, ce n'est pas, les femmes n'ont pas à s'intégrer, non. Il faut l'inclusion. Donc, l'inclusion financière, il faut l'inclusion des femmes handicapées, entrepreneurs,
il faut l'inclusion des personnes, hommes ou femmes, vivant avec un handicap, donc en tant qu'entrepreneur. Il faut également l'inclusion des enfants. Il y a des enfants redressés par la justice, de jeunes enfants entrepreneurs. Donc tout ça, tout ce beau monde-là a sa partition à jouer dans la relance économique du pays. Donc je pense que ça c'est un frein il faut. Alors je suis venue avec des solutions également. On pourra essayer de les appliquer. L'autre chose, c'est que très souvent, dans le cadre des marchés publics, une petite et moyenne, je vais commencer par l'exemple avant de venir avec le frein. Une petite entreprise participe à un appel d'offres, gagne, commence l'exécution et au moment des paiements, la firme ne peut pas être payée. Donc très souvent, ou bien l'autorité contractante lance un marché, mais sans avoir la disponibilité de crédit pour payer l'exécution du marché. Bien que la firme, la petite entreprise, ait soumis l'avance de démarrage, les garanties, etc., a fait beaucoup de débours pour être à la hauteur, et l'autorité contractante ne paie pas le travail qui a déjà été exécuté. Donc, très souvent, on a des conflits, des différends dans le cadre des marchés publics. Et les conflits les plus, je dirais, récurrents, qui arrivent le plus souvent, et même dans un même contrat, on peut avoir à trois reprises un conflit qui surgit entre les deux parties, et ça concerne les paiements. Donc maintenant, il faudrait qu'on puisse résoudre ce problème rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe? Le comité de règlement des différends, c'est ce qu'on a comme alternative. Alors, pas alternative, c'est une mesure qui a été prise dans la loi pour qu'on résolve les différends durant l'exécution. Et même avant de lancer un marché, on peut saisir en principe le comité de règlement des différends parce qu'il faut trancher les litiges à tout moment. Donc vous imaginez cette petite entreprise qui veut se faire payer et qui doit affronter l'autorité contractante. Et maintenant, étant donné que les contrats administratifs, les marchés publics, ce sont des contrats administratifs, donc l'arbitre de l'autorité contractante, l'arbitre de l'État, l'arbitre du pouvoir public, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et qui est souvent très engorgée par toutes sortes de dossiers, etc. Donc maintenant, cette petite entreprise n'arrive pas à se faire payer et on n'arrive pas à donner satisfaction. Pourquoi? Parce que les procédures sont trop lourdes et le CRD, je parle souvent de l'ineffectivité du CRD et son inefficacité. Parce que le CRD existe sur du papier. Maintenant, depuis l'année dernière, on a un CRD qui est... alors, le CRD, c'est le comité de règlement des différends. Donc, il y a, entre guillemets, une procédure célère qui est définie dans la loi et qui est précisée dans l'arrêté d'application de la loi. Alors, la loi du 10 juin 2009, c'est toujours la même loi. Mais le comité n'arrive... Alors, on n'a jamais eu de satisfaction. Les petites entreprises ne sont pas satisfaites, l'État non plus, parce que les litiges restent pendants, les litiges ne sont pas résolus. Or, c'est un comité que la loi prévoit pour justement avancer rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que, étant donné que ce comité est, je dirais, dysfonctionnel, et en plus, le souci pour moi, c'est que ce n'est pas équilibré, parce que nous savons que les marchés publics, déjà, c'est un contrat d'adhésion, donc il n'y a pas d'équilibre, parce que le pouvoir qui achète, l'autorité contractante a des pouvoirs coercitifs, etc. Donc on peut vous sanctionner, on vous oblige à donner ceci ou cela, donc vous devez adhérer à ce que veut l'autorité contractante. Maintenant,
vous venez, vous perdez alors votre temps à soumissionner. Maintenant, on ne vous paie pas. Et qui est-ce qui va vous juger? Ça, c'est très important. Un comité déséquilibré. Au moins, si on avait un comité équilibré. Par exemple, au Cameroun, on a 2 représentants du secteur privé, on a 2 représentants du secteur public, alors de l'État. Et on a 2 magistrats qui sont là pour 3 ans. Donc, leur mandat peut être renouvelé, mais ils sont constamment présents. Mais ici, de notre côté, nous avons un représentant de la CNMP qui est un organe de la primature. Donc, la CNMP, c'est la primature, point. Deuxièmement, on a 2 autres représentants, dont un qui est représentant du secrétaire général de la primature et un autre de l'administration publique. Il y a 5 membres. OK? 5 membres. On a déjà 3 qui sont de l'État, de l'autorité contractante. Donc, c'est déjà déséquilibré. Donc, personne ne devrait avoir confiance en ce comité-là. Donc, comment les petites entreprises vont se faire, alors, gagner, pas gagner, mais trouver une solution en leur faveur par devant ce comité-là. L'autre, c'est un magistrat. Un magistrat, on sait comment on nomme les magistrats en Haïti. Un magistrat. OK? Donc, ou un avocat, d'accord. Et une seule personne du secteur privé. Donc, c'est très déséquilibré. Et c'est une des raisons pour lesquelles les bailleurs n'aiment pas du tout entendre parler de ce comité. Ils préfèrent avoir un conciliateur. Parce que ce comité de règlement des différends, c'est un comité qui doit tenter de trouver, qui doit essayer de trouver des solutions, des éléments pour proposer à chaque partie pour que les 2 parties s'entendent et continuent à faire affaire ensemble. Malheureusement, moi, je n'aurais jamais été devant ce comité en tant que petite entreprise. Donc, les litiges concernent le plus souvent les paiements. Donc, vous voyez, il n'y a jamais eu de résolution en ce sens. Jamais. Donc, ça veut dire que les droits de ces petites entreprises sont déjà lésés, ne sont pas respectés, mais sont déjà lésés. Et aller voir comment exiger que les autorités contractantes payent les intérêts moratoires. Parce que vous faites des dettes, vous devez à la banque, etc. Et vous n'êtes pas payé. Maintenant, à partir du lendemain du jour du retard de paiement par l'autorité contractante, vous devriez recevoir vos intérêts moratoires, mais l'État refuse de payer ces intérêts moratoires. Et c'est l'unique bénéfice, mesure dont bénéficient les MPME. Donc, quand on parle c'est la raison pour laquelle moi, quand on parle de faciliter l'accès aux entreprises, premièrement, il faut que les entreprises aient confiance en l'État. Donc, moi, je pense que ce sont les décideurs qui doivent aider à faciliter l'accès justement à la commande publique pour que ces derniers, pour que les PME, puissent prendre leur essor et servir le pays, créer des emplois, parce que ce sont des génies dans le cadre d'observer, de détecter, de trouver les opportunités et de les saisir et de croître. Donc, comme alternative, moi, je pense qu'il faut que depuis 2012, je suis en train d'en parler, j'en ai parlé dans mes 3 livres, 3 ouvrages sur les marchés publics, le manuel de procédure, l'essentiel sur le droit des marchés publics et la 2e édition du manuel de procédure. Il faut repenser le CRD, même la CNMP. Parce que la CNMP devrait avoir plusieurs, je pense, organes
par exemple, pour le suivi des marchés, pour superviser l'exécution des marchés, même si on a les commissions départementales, on a les commissions ministérielles, on a les unités de passation de marché, etc. Mais il faut que la CNMP puisse réaliser le suivi et l'évaluation des marchés, des audits, et que la CNMP puisse insérer dans sa base de données sa liste noire qui est vide. Et nous savons tous qu'il y a beaucoup de tricheurs. Donc, et tout cela, ce ne sont pas les petites entreprises, ce sont les grandes entreprises, nationales, internationales. Donc, il faut que la CNMP commence à, je ne sais pas, à se reprendre, se ressaisir. Et comme ça, on pourra écarter certaines entreprises pendant un certain temps pour que les PME puissent bénéficier des marchés publics. Donc, moi, je pense qu'il faut introduire les méthodes alternatives de résolution des différends, dont l'arbitrage, parce que la loi n'interdit pas aux autorités contractantes d'insérer une clause compromissoire dans les marchés, parce que le contrat, c'est la loi des deux parties, pour aller vers l'arbitrage. D'accord? On a la médiation. La médiation, c'est quelqu'un qui vient, qui va vous aider à trouver une solution, des éléments pour que les deux parties trouvent une solution. Mais la médiation, alors les décisions, alors le succès de la médiation relève des deux parties. Donc, il faut que les parties décident de trouver une solution amiable ensemble pour que ça marche. S'ils ne le veulent pas, vous pouvez venir comme médiateur, vous insistez, vous dites non, il faut faire ça, etc. Ça ne va pas marcher. Donc, ça dépend des parties. Ce sont les parties. Donc, maintenant, je pense que ce serait préférable d'avoir un conciliateur, parce que le CRD, c'est un médiateur. Donc, pour la conciliation, on peut avoir quelqu'un qui suggère, qui propose quelque chose, qui prenne une décision. Parce que le CRD non plus ne peut même pas décider comme un juge souverain et prendre des mesures, juger, ne peut pas juger. Donc les dossiers vont traîner devant le CRD et vont se retrouver au cimetière peut-être de la Cour des comptes. Excusez-moi, mais c'est un petit peu ça, même si la Cour des comptes fait beaucoup d'efforts ces jours-ci, elle a été dysfonctionnelle dans le temps pendant très longtemps. Mais si vous allez devant la Cour des comptes, la quantité de dossiers qu'on devrait soumettre à la Cour des comptes, donc il y en a qui seraient déjà enterrés, je pense. Parce que, soyons réalistes, la Cour des comptes travaille dur, mais vraiment tous les dossiers, toutes les contestations que nous avons avant de lancer un marché jusqu'à l'exécution du marché, donc je pense que c'est difficile. Donc, ce que je veux ajouter encore au niveau de l'arbitrage, concernant l'arbitrage, pardon, c'est que l'arbitrage permet, alors, on aura quelqu'un qui va trancher, mais cette personne peut trancher sur les montants, par exemple, et ensuite, ce sont les parties également qui vont signer un nouveau contrat pour, disons, peuvent signer une transaction, ils peuvent aller vers une transaction. Donc, ce sont les parties qui vont s'entendre. Donc, pourquoi ne pas introduire l'arbitrage dans les marchés publics comme certains pays? Pourquoi ne pas soumettre ces conflits à la Chambre d'arbitrage et de conciliation et d'arbitrage d'Haïti? Parce que cette chambre a des règles. Il y a un règlement d'arbitrage, il y a un règlement pour les médiations. Donc, à ce moment-là, ça pourrait se faire de manière célère. Et je pense que ça, ce serait magnifique pour, en quelque sorte, faciliter l'accès des PME à la commande publique. Parce qu'ils savent que s'il y a un conflit, ça ne va pas. Parce que dès qu'ils ont un conflit, dès qu'il y a un différend, ils laissent tomber. Ils disent, ah non, ok, m'baille vague, je vais essayer d'aller voir ailleurs, trouver un autre contrat. Donc, je pense que ça, ce serait intéressant d'introduire l'arbitrage dans les marchés publics pour soulager et pour aider les PME. Et quatrième frein, le non-respect des délais de paiement, dont je vous ai parlé, je l'ai inséré dans le
le troisième frein. Donc, c'est le règlement. Comment payer? Il faut qu'il y ait une réglementation des paiements dans les marchés publics. Même si on sait que dans l'administration, ils savent comment payer, mais moi, je pense qu'il faut, premièrement, il faut la fixation du point de départ des paiements, et il faut être sûr, il faut dire que ça ne doit pas dépasser 30 jours, par exemple. Et le point de départ des paiements également. Parce que très souvent, les entreprises, parce que j'ai eu beaucoup de cas, où l'autorité contractante commence à tergiverser. Ah non, je n'ai pas vu ta demande de paiement. Oui, mais le décompte a été transmis à tel jour. Ah oui, à qui est-ce qui a reçu, etc. Donc, il faut fixer quand est-ce que c'est effectif. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je pense qu'on devrait introduire la facturation électronique. Parce qu'avec la facturation électronique, je vous écris, je transfère ma facture et je copie plusieurs personnes. Donc, la date à laquelle la facture a été reçue par l'autorité contractante, c'est la date du début la date à laquelle quand commence à courir le délai, donc le point de départ du compte à rebours, c'est ça, pour les paiements des décomptes, des soldes, etc. Donc c'est ça, il faut la bonne foi et de certains. Donc je pense qu'il faudrait introduire vraiment la facturation électronique dans les marchés publics. Et donc en gros c'est ça, je pense que j'ai mon ami qui me complète, l'économiste qui me complète. Oui, donc je suis certaine qu'il va nous donner d'autres informations et à ce moment-là on pourra débattre s'il y a des questions. J'ai essayé d'aller un peu vite, j'ai laissé tomber 2 ou 3 petites recommandations. Mais je vais formuler une dernière, c'est depuis 2014, je crois que j'avais recommandé ceci, bien avant, les centrales d'achat. Donc je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut que le gouvernement qui ait un central d'achat pour passer les marchés. Et à ce moment-là, on va allotir les marchés, on lance un marché au lieu de saucissonner les marchés pour donner à ses copains. Donc on lance un grand marché unique avec plusieurs lots, l'allotissement, mais dans un central d'achat. Et à ce moment-là, on sait qu'on peut acheter quel que soit le type de marché. D'accord? Maître Claudie Marsan, je rappelle que vous êtes avocate publiciste spécialiste senior en passation de marché public. Vous venez d'intervenir sur le sujet faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique pour une meilleure relance de l'économie. En Haïti, 12e édition du sommet international de la finance et où se suivent la première intervention du 3e panel de cette journée. Nous avons avec nous également Frédéric Gérald Chéry. Et vous allez intervenir autour du sujet la commande publique et le renforcement des PME et PMI face à la concurrence externe. Entre-temps, on a rappelé au public là que éventuellement, alors après cette deuxième intervention, il aura la possibilité de poser des questions. Monsieur Chéry, encore une fois, merci d'être avec nous sur ce panel. Merci, merci. J'ai beaucoup apprécié l'exposé de Madame Marsan, Maître Marsan, parce que en tant qu'économiste, j'ai soulevé ces questions-là depuis très longtemps, mais les juristes ne voulaient pas aborder les marchés publics en termes d'efficacité et aussi en termes de soutien aux entreprises. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui se font en Haïti vis-à-vis des marchés publics. Et moi là, je vais essayer de voir, est-ce qu'il y a un motif au niveau de l'administration pour renforcer les entreprises? C'est le motif. Parce que ici, voici ce qui se passe. On a un État qui dépense environ 6% du budget, 6% du PIB, environ 6% du PIB dans les marchés publics. Si l'État dépense mal son argent, donc il n'y aura pas de croissance.
C'est pourquoi d'où l'intérêt de madame de parler de soutien aux PME et aussi mon intérêt aussi de parler et de voir si la commande publique peut aider les entreprises à avancer. Moi, c'est que quand je regarde les marchés publics et on regarde aussi ce qui se fait dans d'autres pays, on se demande quel est le motif de la commande publique. Par exemple, ici, Mme Mersa a donné beaucoup d'exemples de pays africains qui ont changé les procédures, qui ont trouvé des mécanismes pour aider les PME à avancer. Donc, ils ont un motif de faire profiter les marchés publics aux petites entreprises. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir une économie où les dirigeants ou aussi les agents de l'État ne veulent pas profiter, ne veulent pas que les marchés publics profitent aux entreprises. On peut avoir ce cas-là. C'est pourquoi là, je parle des motifs. Donc, j'ai identifié 4 motifs dans les marchés publics. 4 motifs qu'il faut bien comprendre. Il y a des États où les dirigeants achètent, commandent des biens et des services, mais c'est pour faire avancer l'État. C'est pour la grandeur de l'État. C'est-à-dire on achète de grosses voitures, on fait des dépenses somptuaires, mais c'est pour l'État. Donc c'est un motif. Le motif, c'est de faire en sorte que l'État soit, je dirais, fastueux, et aussi que l'État soit, que les dirigeants vivent dans le luxe. C'est un motif. Il y a un second motif aussi, c'est que l'administration achète pour elle-même, donc sans s'intéresser aux entreprises. C'est-à-dire, donc l'administration veut construire des ponts, acheter des meubles, ou bien acheter des équipements électroniques, mais c'est pour l'administration, mais ce n'est pas pour faire marcher les entreprises. Donc l'administration aurait pu faire passer une commande à des entreprises locales de manière à ce qu'on ait des entreprises locales qui produisent les produits, par exemple les meubles, les chaises comme ça. Mais on peut avoir des dirigeants qui ne veulent pas faire profiter, qui ne veulent pas que les entreprises profitent des marchés publics. Vous savez quoi? Il faut voir les motifs. Ensuite, on peut aussi avoir un autre motif, à dire les gens qui dépensent l'argent de l'État veulent profiter de l'argent de l'État. Mais ce n'est pas pour faire avancer l'État, ni pour faire avancer la société. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent des marchés publics, c'est pour s'enrichir de manière illégale, de manière en toute opacité. C'est un troisième motif. Il y a un quatrième motif, c'est que, comme l'exemple des pays africains, donc les dirigeants passent la commande publique de manière à ce que les entreprises puissent profiter de la commande publique. Donc on verra à partir de là quelle est l'étendue des champs des entreprises que l'on peut renforcer à partir des commandes publiques. Et comment la commande publique peut aider les entreprises à être plus compétitives par rapport au marché extérieur. Quels sont les champs que l'on peut avoir? Ici, il y a beaucoup, je dirais, de champs économiques, de secteurs d'activité, où la commande publique pourrait profiter aux entreprises. Par exemple, je vais les citer. Par exemple, il y a les routes à péage. Parfois, il est possible de faire appel à des entreprises qui construisent les routes et qui utilisent le péage pour, je dirais, rentabiliser les routes. Il y a routes à péage. C'est un cas. Donc, ce n'est pas les petites, ce n'est pas les PME, mais c'est des grandes entreprises. Il y a aussi la gestion des marchés publics. Par exemple, on parle de marché marché ouvert. Ce n'est pas un marché public en tant que marché ouvert, parce que marché Salomon, marché des Bossales. Donc, ici, parfois, on appelle les entreprises à construire les marchés et aussi à gérer les marchés. Au lieu d'avoir des marchés tout le temps qui sont incendiés, donc on a une gestion correcte qui permet de sécuriser l'ensemble du marché et d'offrir des places aux entreprises. Donc il y a des marchés qui sont gérés ainsi. Il y a aussi des fournitures d'électricité. Donc on a un cas en Haïti, mais avec beaucoup de difficultés. On a aussi les systèmes d'irrigation. Les systèmes d'irrigation, c'est-à-dire toutes les communes haïtiennes possèdent par exemple des rivières, il est possible de monter des systèmes d'irrigation avec des PME qui investissent et aussi qui gèrent l'irrigation. On peut aussi avoir des systèmes d'eau potable dans les petites villes avec des entreprises qui font le captage et aussi qui traitent l'eau et aussi qui distribuent l'eau aussi. Aussi, on peut aussi avoir des marchés des marchés de restauration de l'entreprise, dans l'administration et aussi dans les écoles. Ce sont des marchés très importants. C'est-à-dire, l'État passe des commandes à des entreprises
donc qui régulièrement cuisine, et ensuite livre la nourriture à l'administration. On peut aussi avoir des marchés publics dans les gares et aérogares. Par exemple, on a beaucoup de gares à Port-au-Prince, il y a des aérogares aussi dans les villes de province, dans les gares, par exemple, comme à Côte-à-Léogane, comme à Portail-Saint-Joseph, ce sont des gares, par exemple, routières. Donc, il est possible d'avoir des entreprises qui gèrent ces gares et qui apportent un service supplémentaire et dont les usagers à profiter de ces gares. Ensuite, on a aussi des ports et des aéroports. On a aussi des aménagements touristiques communaux. Parfois, il y a un bien public qui est exploité sous forme touristique. Donc, le bien public est un bien, par exemple, géré par la commune. La commune peut appeler une entreprise à organiser le service. Ensuite, il y a aussi d'autres activités. Ensuite, dans le cas de là, nous parlons là de marchés, de travaux et aussi de grands d'équipements publics qui pourraient être gérés avec des concessions de services publics. C'est-à-dire qu'on passe un contrat avec des entreprises qui financent la construction et qui gèrent aussi l'entreprise. Donc, si on met tout ça en exergue en Haïti, on verra le nombre important d'entreprises que l'on peut avoir en Haïti. Si dans chaque commune, on peut avoir 3-4 entreprises de ce genre pour gérer les gares routières, le système d'irrigation, pour gérer les équipements touristiques, tout ça, on aura beaucoup de marchés publics, c'est-à-dire à partir de la commande publique. Et ensuite, là, on a aussi des marchés de fourniture. Donc, Madame Marcel a beaucoup parlé dans le cas des pays africains. On a par exemple, pour équiper les écoles, il faut acheter des bancs, il faut acheter des chaises. Donc, pour l'équipement scolaire, donc on peut passer des marchés publics. Ensuite, il y a aussi les livres scolaires. On peut passer des marchés publics au niveau des maisons des imprimeries et aussi des personnes aussi qui élaborent les contenus des ouvrages. Ensuite, il y a aussi l'industrie du cuir. Par exemple, on achète des bottes ou bien des chaussures et fabriquées en Haïti pour les soldats ou bien pour d'autres personnes liées à l'État. On achète aussi de l'ameublement, c'est-à-dire des meubles venant des entreprises haïtiennes. Au lieu de les acheter, de les importer, donc il est possible d'inciter les entreprises à acquérir la technologie de manière à pouvoir produire ces chaises en Haïti. Ensuite, il y a les équipements de maison. Parfois, je vais vous donner un cas. C'est le cas de la reconstruction de Port-au-Prince. Dans la reconstruction de Port-au-Prince, donc, si on prend l'ensemble des bureaux construits à Port-au-Prince, il faut les équiper en sanitaire. Il faut les équiper en ensemble d'équipements en porte. Tout ça, on pourrait, en Haïti, organiser les marchés publics de manière à ce que les entreprises haïtiennes produisent les sanitaires et progressivement, on voit émerger en Haïti des entreprises nouvelles qui offrent ces services en Haïti. Au lieu de les importer, nous les produisons et nous aurons des techniciens, des ingénieurs qui puissent, je dirais, fabriquer, aussi participer à la fabrication de ces produits. Donc on aura, au lieu d'avoir des gens qui immigrent dans les pays étrangers comme au Chili ou au Brésil, on aura des ingénieurs qui restent en Haïti. Ensuite, il y a la chimie-pharmacie. Chimie-pharmacie. Pourquoi la chimie-pharmacie? Parce qu'on a de l'argent de l'assurance et maladie qui passe par l'OFATMA. Or, nous savons que l'OFATMA pourrait profiter de cet argent-là pour faire des commandes à des entreprises haïtiennes qui produisent des médicaments. Et cela, c'est un marché très important. Les Dominicains sont arrivés à 80% de leur production de médicaments à partir d'entreprises dominicaines, alors qu'en Haïti, on est à moins de 10%. C'est un marché immense. On a aussi des matériaux de construction. Par exemple, il y a beaucoup de composants, de matériaux pour les maisons qui pourraient être fabriqués en Haïti. Par exemple, les portes. On aurait aussi fabriqué aussi des agglomérés. Nous avons du bois pour faire des agglomérés. Donc, il faudrait que les dirigeants voient l'intérêt d'avoir ces entreprises en Haïti. Nous avons aussi des équipements de bureau, beaucoup d'équipements de bureau. Beaucoup d'équipements de bureau. Donc, tout ça pourrait entrer dans la commande publique. Ensuite, il y a aussi un marché qui est très important, qui est la recherche et développement. Pourquoi la recherche et le développement est très importante pour des marchés publics? C'est parce que les entreprises haïtiennes ont besoin de savoir-faire, ou bien de procéder pour savoir comment gérer.
Par exemple, si on prend un système d'irrigation en Haïti actuellement, on ne sait pas en Haïti comment gérer l'eau d'irrigation en Haïti. On ne sait pas comment gérer l'eau d'irrigation. Nous ne savons pas comment on gère une entreprise qui fournit l'eau potable. Nous ne savons pas comment nous gérons un marché ouvert, comme le marché Salomon, le marché de la Croix des Boussales. Nous ne savons pas comment le gérer. Il n'y a pas les connaissances pour cela. Nous ne savons pas aussi comment transformer, je dirais, la véritable pour en faire un produit, et je dirais, qui se conserve et qui est exporté dans les marchés étrangers. Donc il y a un tas de produits qui existent en Haïti pour lesquels il faut de la connaissance, et ces connaissances ne peuvent être produites qu'à partir des marchés publics. Donc nous n'avons pas, je dirais, la commande publique orientée vers les marchés de connaissances, vers les marchés d'études, de manière à pouvoir produire les connaissances de l'entreprise, dont les entreprises haïtiennes, les PME, ont besoin pour se renforcer. Donc ça, c'est très, très important, parce que beaucoup, je dirais, de commandes qui profitent aux pays étrangers pourraient profiter aux entreprises haïtiennes si l'État, au préalable, avait passé des commandes d'études pour savoir comment produire, quels sont les procédés à utiliser pour produire ces produits. Donc, si on prend l'ensemble des produits dont dispose Haïti, par exemple, qui sont dans le secteur agricole, dont monsieur vient de parler tout à l'heure, donc tous ces produits-là auraient pu donner lieu à des marchés publics, à des marchés d'études, pour savoir comment les transformer, et aussi comment aussi les commercialiser, et aussi comment les emballer. Donc ça fait beaucoup de marchés qui pourraient aider à avoir des entreprises nombreuses, très nombreuses en Haïti. Et souvent, quand on dit, par exemple, entrepreneuriat en Haïti, moi, ce que je constate comme faiblesse pour les nouvelles entreprises en Haïti, c'est que les jeunes veulent avoir des produits, des entreprises, mais ils n'ont pas de produits, c'est-à-dire un procédé, je dirais, standardisé et techniquement identifié pour savoir comment fabriquer tel produit. Par exemple, si vous dites que vous voulez fabriquer des chaises, il faut savoir quel est le procédé technique pour fabriquer les chaises. Si vous dites que vous voulez fabriquer un jus, il faut savoir le procédé technique. Si vous voulez gérer un système d'irrigation, il faut avoir le procédé technique pour gérer le système d'irrigation. Donc ce sont des commandes, c'est le développement de la connaissance à partir des marchés publics qui permet d'avoir ce genre de marché, ce genre par exemple, d'entreprise, ce genre, je dirais, de procédés qui profitent aux entreprises. Or, ce n'est pas seulement ici les marchés qui commandent, qui profitent seulement à l'État, que l'État devrait passer. Donc les marchés aussi qui profitent aux entreprises devraient être aussi passés par la commande publique de manière à avoir des entreprises plus fortes en Haïti. Donc ici, ouais, le problème ici. Donc en Haïti, il y a un problème. Quel est le problème? Il y a le problème de la connaissance. Donc ici, il y a un problème de la connaissance. La personne qui a parlé ici, là, avant nous, parlait avait soulevé ce problème. Donc il y a un problème de la connaissance. Donc ici, il faut produire de la connaissance sur l'ensemble, je dirais, des produits existants en Haïti, de manière à ce que les entreprises puissent avoir des savoir-faire efficaces pour savoir comment les transformer. Or, quel est le problème de la connaissance en Haïti? C'est que nous sommes dans une administration, nous sommes face à une administration où les dirigeants ne veulent pas des connaissances produites dans la société haïtienne. Où c'est le premier pas qui montre qu'on va vers l'inefficacité de la commande publique. En ne voulant pas les connaissances produites en Haïti, c'est-à-dire on ne va pas développer l'ensemble des savoir-faire qui peuvent profiter aux entreprises. Pourquoi il y a un problème de la connaissance? Pourquoi les marchés d'études sont impossibles à passer? Et pourquoi aussi on n'a pas développé des savoir-faire à partir des marchés des études? Moi, c'est que j'ai interrogé cette difficulté-là à partir, par exemple, de la restauration en milieu scolaire. Quand, par exemple, je parle à des cadres de l'État de la restauration en milieu scolaire, c'est-à-dire qu'il y a la restauration, il y a les cantines scolaires, il est possible de faire passer un ensemble de produits venant des agriculteurs haïtiens et les vendre dans les cantines scolaires, mais je remarque que beaucoup de cadres haïtiens ignorent quels sont les produits que le pays peut produire et qui peuvent passer par les cantines scolaires de manière à ce que l'État puisse encourager les entreprises au niveau local. Donc, à dire, il y a beaucoup de produits, les Haïtiens ont beaucoup de produits, mais les agents de l'État ne sont pas consentants, ne sont pas motivés pour les exploiter de manière à renforcer les entreprises. Où se trouve le problème? Donc c'est là. C'est là que je vais jusqu'à l'éducation.
Qu'est-ce qu'il y a le problème au niveau de l'éducation? Je termine. C'est que beaucoup d'agents de l'État, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de personnes formées comme nous avons été élevés dans une éducation qui nous dit que le produit haïtien est mauvais. Donc ici, là, dans ce cas-là, on a cette idée-là en tête, même quand ils deviennent des agents de l'État, des cadres bioformés, ils ont tendance à dire que le produit haïtien est mauvais. Ils ne peuvent pas prendre les bonnes décisions pour savoir comment, je dirais, présenter ces produits-là, comment améliorer ces produits-là de manière à vendre, à présenter ces produits sur le marché étranger. De à partir de là, ils sont un peu handicapés pour prendre des bonnes décisions, pour savoir comment stimuler la commande publique et aussi les marchés d'études sur ces produits-là, de manière à servir les entreprises. Dans ce contexte-là, l'État dépense beaucoup d'argent, mais sans encourager la production de connaissances sur les produits existants en Haïti, et cet argent-là va à l'extérieur au détriment des entreprises nationales. C'est pour cela qu'en dépit du fait que l'État dépense 6% du budget national dans la commande publique ne profite pas aux entreprises, la croissance est en berne, c'est-à-dire que le pays recule en dépit du fait que l'État dépense beaucoup d'argent. Donc ici, c'est là qu'il faut remonter au motif. Quel est le motif des marchés publics? Est-ce que les marchés publics doivent servir seulement à l'État et aux dirigeants, ou bien à des personnes qui veulent en profiter? Est-ce que les marchés publics peuvent être mis au profit des entreprises, de manière à ce que les entreprises puissent se renforcer et aussi faire face à la concurrence externe? Je vous remercie. Professeur Frédéric Gérald Chéry, professeur et chercheur à l'université, merci de cette intervention. Alors, vous remarquez que nous venons de suivre deux interventions, mais vraiment riches en propositions, mais aussi deux intervenants qui prennent le soin pour poser les problèmes des petites et moyennes entreprises, notamment Maître Marsan, qui qui a identifié des obstacles pour les petites et moyennes entreprises dans la commande publique. Le temps est parti, est déjà écoulé malheureusement. Nous ne sommes pas capables de recevoir questions. Maître, je rappelle que nous sautons suivre justement deux interventions dans le troisième panel, dans la première journée de la 12e sommet, et alors de la 12e édition du sommet international de la finance. Merci avec vous-même qui t'a suivi nous. On a panel ça, les souhaits faits autour du sujet opportunité pour les petites et moyennes entreprises dans le cadre de la participation au niveau de la commande publique. Nous avons avec nous M. Claudie Marsan, avocate publiciste et spécialiste senior en passation de marché public. On était intervenu autour du sujet faciliter l'accès des PME à la commande publique pour une meilleure relance de l'économie en Haïti. Nous avons eu avec nous le professeur Frédéric Gérald Chéry qui était intervenu autour du sujet la commande publique et le renforcement des PME et PMI face à la concurrence externe. Donc, justement, maintenant, nous allons permettre que nous suivions ensemble avec nos présentations des projets de la BID en Haïti et avec monsieur Yvon Melenger de la BID. Été branché, Jean-Claude Zolan, on va suivre 12e édition Sommet international de la finance, un sommet qui se réalise autour du sujet et justement financer les micro, petites et moyennes entreprises en Haïti. Voilà. Oui, Monsieur Melenger, nous le saluons. Il est là, Monsieur Melenger, vous êtes ensemble avec nous à cette 12e édition du Sommet international de la francophonie. Nous sommes heureux de vous recevoir. Merci, Karel. Merci. Alors, équipe organisatrice du Sommet international de la finance, 12e édition, oui, effectivement. Panélistes, collègues, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, avant de commencer, une parenthèse d'introduction, j'ai effectivement écouté avec beaucoup d'intérêt le débat sur la commande publique. Je félicite les intervenants. C'est un thème pertinent, avec des propositions d'ailleurs, et effectivement des potentiels pour les PME et des potentiels aussi d'amélioration dans le fonctionnement de la passation de marché, sans aucun doute.
Maintenant, je voudrais féliciter les organisateurs de ce sommet international de la finance, 12e édition, donc une tradition qui se maintient et qui contribue à consolider le secteur de la finance. Alors pour nous, à l'ABID, c'est maintenant aussi une tradition de profiter de cet événement pour présenter les activités de l'ABID dans le pays au cours de l'année écoulée, ainsi que les plans pour l'année en cours. Ce que je vais donc faire maintenant. Alors, comme nous le savons, en 2021, Haïti a connu plusieurs crises, l'assassinat du président, un tremblement de terre de magnitude 7,2 dans la péninsule sud, des chocs qui ont exacerbé un contexte déjà fragile, qui est caractérisé par des défis multisectoriels, multidimensionnels. Donc l'instabilité politique, les inquiétudes insécuritaires, hein, et la vulnérabilité sociale et climatique. Alors le contexte socio-économique d'Haïti s'est encore détérioré. Nous avons observé une contraction de 0,7% au cours de l'exercice 2021 et c'est la 3e année de croissance négative. Je répète tout ça, c'est important pour le contexte, hein. Donc sur le plan social, en ce début d'année 2022, on estime que 46% de la population haïtienne est en grande insécurité alimentaire et a besoin d'aide humanitaire, contre 42% pour la même période en 2021. Donc, on y voit cette détérioration. Alors, l'état d'insécurité continue à être critique, avec des niveaux élevés d'enlèvement, d'homicides, violences de gangs. On se souviendra, les gangs qui ont paralysé le pays et déclenché une grasse crise du carburant en octobre-novembre de 2021. Alors, cette situation d'insécurité impacte très fortement la population haïtienne, bien sûr, dans son quotidien, mais elle constitue aussi un frein à la reprise économique. Donc, en fonction à ce contexte, et en fait, depuis 2019, du côté de l'ABID, nous avons adapté notre stratégie d'intervention pour répondre plus efficacement à la détérioration de la situation et contribuer à atténuer l'impact de ces différents chocs, avec une orientation vers les populations les plus vulnérables. Et notre approche repose sur 5 piliers principaux. Donc, premièrement, en donnant la priorité à la santé, à la sécurité alimentaire et à la satisfaction des besoins de base qui découlent de ces crises multiples. Alors, nous avons donc rééquilibré nos domaines d'intervention qui étaient centrés sur les infrastructures, maintenant en mettant davantage l'accent sur les secteurs sociaux. Hein, donc santé, éducation et effectivement appui aux populations les plus vulnérables. Donc, deuxièmement, donc en forgeant des partenariats stratégiques avec des opérateurs spécialisés ayant une capacité d'intervention prouvée dans le pays. Alors donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des alliances avec des partenaires humanitaires, tels que le Programme pour l'alimentation mondiale, l'OPS, des ONG comme Partners in Health, les Amis de la Santé en fait. Je n'en nomme que quelques-uns, mais ce sont des partenaires qui ont joué un rôle essentiel, un rôle déterminant dans la capacité de nos financements à atteindre les bénéficiaires visés et à les atteindre de manière opportune. Donc, troisièmement, le troisième pilier, donc, en nous appuyant sur des interventions au niveau communautaire, donc plus proche des bénéficiaires, ce qui s'est avéré particulièrement pertinent dans ce contexte, hein, comme je l'expliquais. Alors, comment? En impliquant les bénéficiaires dans le processus de conception et de mise en œuvre. Alors, dans quel domaine? Dans les secteurs de l'agriculture, emploi des jeunes et de l'éducation. Vous vous souviendrez peut-être du programme Cash for Work, des choses comme ça.
Alors, quatrièmement, et là je rejoins un petit peu, parce que je fais un peu du hors-sujet quand même, je rejoins un petit peu le thème des sommets de la finance de cette année, le 12e sommet de la finance, en appuyant la participation du secteur privé. On y reviendra. Donc, cinquièmement, en créant des opportunités économiques pour assurer le maintien de l'emploi. Donc, comment agriculture, le fameux projet du parc Caracol. Alors donc, conformément à cette stratégie en 5 piliers, nous avons approuvé en 2021 4 opérations souveraines, 4 opérations financées par le Fonds de donation pour Haïti, le GRF, comme on l'appelle. Donc, 4 opérations pour un montant total de 245 millions de dollars américains. Donc, les 2 premières opérations visent à venir en aide aux populations les plus vulnérables. Donc, en élargissant les filets de sécurité sociale pour ces populations vulnérables et en soutenant le plan sectoriel de l'éducation en Haïti. Donc, population vulnérable, éducation. La 3e opération, c'est celle que je mentionnais juste maintenant, qui a l'objectif d'étendre, d'agrandir le parc industriel de Caracol, d'assurer sa gestion adéquate et sa durabilité sur le long terme. Et bien entendu, de générer des emplois directs. Le dernier programme que nous avons approuvé en 2021 contribuera à la sécurité alimentaire en augmentant la productivité agricole des petits producteurs ruraux et des coopératives de pêcheurs. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu la continuité, le renforcement de ces activités qui visent à appuyer les populations les plus vulnérables, mais en essayant de donner à ces appuis plus humanitaires une vision de plus long terme, plus durable. Alors, quelque chose, puisque nous parlons de finances, quelque chose d'important lorsque nous vous mentionnons le GRF, le fonds de donation, nous parlons d'un fonds spécifique. Mais nous avons la capacité, nous réussissons à mobiliser des ressources additionnelles, supplémentaires, additionnelles à nos propres financements. Donc, dans notre projet d'éducation, excusez-moi, nous avons eu le soutien de Education Above All, qui nous a appuyé avec une donation de 3 millions qui complémente les 60 millions de notre projet d'éducation de qualité. Et pour le projet d'agriculture que je mentionnais tout à l'heure, nous avons un soutien de 18,3 millions de dollars du GAFSP, qui vient appuyer ce projet agricole PAPER qui a un montant de 60 millions. Donc, on arrive à 78,3. Donc, en parallèle donc, à ces approbations, nous avons contribué à la réponse au tremblement de terre du 14 août et le 16 février dernier, lors de la conférence des bailleurs, nous avons pu annoncer un montant de 80 millions de dollars de financement redirectionné à partir d'opérations déjà approuvées sur ce fonds de donation d'Haïti, GRF. Alors, je vais parler un peu du secteur privé quand même. Donc, nous avons maintenu notre appui, notre soutien au secteur privé. Alors, ça, c'est au travers de BidInvest, donc un fonds additionnel. Donc, BidInvest a approuvé 2 opérations, dont l'une est un prêt à Wineco, cette installation de stockage et de manutention de pétrole et de vrac liquide en Haïti, et un deuxième prêt pour le financement des PME. IDB Lab, de son côté, vous vous souvenez, le laboratoire d'innovation de la BID a approuvé 5 opérations. Alors, je vais parler tout spécialement de l'une d'elles, le Haiti Impact Fund. Donc, il a un montant de 2 millions de dollars, mais avec lequel nous prévoyons justement de mobiliser 15 millions de dollars supplémentaires auprès d'autres partenaires. Alors, pourquoi cette ambition et pourquoi et pensons-nous que nous allons y parvenir? Parce que justement, c'est un schéma
de financement qui permet d'appuyer des programmes innovants de soutien aux populations vulnérables, de développement, mais avec des décaissements qui sont directement liés aux impacts obtenus. Donc, on sort un petit peu du schéma traditionnel de financement où on finance des activités, où on finance des investissements. Donc là, les décaissements sont libérés au moment où on a obtenu l'impact escompté initialement. Donc, c'est extrêmement attrayant pour les bailleurs, hein, qui souvent se posent des questions sur la pertinence de leurs interventions. Donc avec ces opérations, alors là je reviens un petit peu, donc là je vous ai parlé de ce qui s'était passé au cours de 2021, et là maintenant je vais vous faire un peu le point sur notre portefeuille, hein, en cours. Donc notre portefeuille garantie souveraine, donc le fameux GRF, Fonds de donation pour Haïti, totalise toujours 1,4 milliard de dollars. Donc, on a décaissé, mais on a rajouté. Hein. Donc, on a 26 opérations dans ce fonds avec un solde non décaissé. Donc, vous voyez, on a 26 opérations qui totalisent 1,4 milliard. Ces 26 opérations ont toujours un montant de presque 800 millions de dollars non décaissés. Hein. Donc, que s'est-il passé en 2021 au niveau des décaissements? Nous avons décaissé sur ces garanties souveraines, sur ce fonds Haïti de 165 millions. Alors là, une bonne nouvelle quand même, hein, malgré le contexte, en fonction de la typologie de nos projets et puis de la manière dont on les a exécutés, on a dépassé nos niveaux de 2019 et 2020. Excusez-moi. Alors, de nouveau, pourquoi adaptation du portefeuille au contexte actuel, hein, le travail avec les communautés, avec les agences spécialisées, avec le secteur privé, et une concentration sur des services de base aussi. Donc, une approche qui est adaptée à un contexte fragile. Hein. Donc, nous avons pu décaisser en 2021 un montant qui est supérieur de 54% à ce qu'on a pu faire depuis 2016 à 2020. Vous voyez, donc c'est une stratégie qui a donné des résultats prometteurs, hein, dans bon nombre de secteurs. Et je vous parlais tout à l'heure d'impact. Et donc, par exemple, hein, en 2021, nous avons atteint un demi-million de personnes qui étaient en situation d'insécurité alimentaire, 115 000 enfants qui ont bénéficié du programme d'alimentation scolaire grâce à notre alliance avec le programme alimentaire mondial, les ONG présentes sur le territoire au travers du FAES, hein, donc avec le travail, l'appui du gouvernement. Nous avons aussi augmenté les capacités des hôpitaux, des centres de santé pour traiter les patients Covid et ce qui s'est produit à la suite, c'est-à-dire les retards dans le traitement des maladies qui avaient été laissées de côté pendant cette période de grande inquiétude au niveau du Covid. Dans le domaine de l'éducation, donc au cours de l'année scolaire 2020-2021, nous avons fourni un soutien continu pour garantir des alternatives d'enseignement à distance. 1,3 million d'élèves en ont bénéficié, 400 enseignants ont été formés. Et de plus, malgré la pandémie, le parc industriel de Caracol a sécurisé ses 14 000 emplois. Alors, vous vous souviendrez des événements qui ont fragilisé un peu le contexte et le parc lui-même. Donc, les emplois ont pu être maintenus et il faut se souvenir que 60% sont occupés par des femmes. Donc, en 2021, nous nous sommes aussi concentrés sur la réponse Covid avec le ministère de la Santé. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, la sécurité alimentaire
l'atténuation des effets des crises avec le FAES. Mais en parallèle, nous continuons à soutenir les défis de développement à moyen terme d'Haïti, donc en termes de capacité institutionnelle, d'infrastructure. Alors, bien sûr, hein, il faut le reconnaître, un rythme plus lent, ces projets plus structurants, de long terme, se développent de manière beaucoup plus lente. Les difficultés pour obtenir des entreprises. J'écoutais avec intérêt tout à l'heure, d'ailleurs, les propositions d'appui aux petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent participer aux commandes nationales, et nos projets, même s'ils obéissent à des règles de passation de marché différentes et spécifiques au travers de nos politiques, on peut considérer cela effectivement comme des passations de marché public. Donc alors, beaucoup plus lent, je disais, compte tenu des circonstances, alors surtout la situation sécuritaire. Alors, réellement, elle affecte de manière très négative nombre de nos projets, tout particulièrement ceux qui ont des composantes d'infrastructure. Alors, à l'avenir, hein, nous poursuivrons nos efforts d'exécution sur le portefeuille existant. Je reviens en arrière et excusez-moi, mais je profite toujours pour faire un point. Je pense que c'est utile pour nombre d'entre nous et pour moi-même. Donc, le fonds a encore un montant à engager de près de 100 millions de dollars américains pour de nouveaux programmes. Pour cette année 2022, donc, on envisage d'approuver les 3/4. Hein. En fait, avec seulement 2 opérations. Donc, encore une fois, population vulnérable, hein, car ça s'avère indispensable, nécessaire et efficace. Et aussi un projet d'appui à la stabilité macroéconomique qui est vital pour la reprise économique et où les besoins sont criants. Alors, juste pour compléter, le pays a également accès à 46,5 millions de dollars de ressources concessionnelles, donc sous forme de prêts dans ce cas-là. Alors, pour conclure et pour pouvoir nous recentrer sur le thème spécifique de cette semaine, hein, de ce sommet de la finance, financer les micro, petites et moyennes entreprises en Haïti. Donc, à la BID, nous sommes très conscients, hein, au niveau de toute l'Amérique latine et des Caraïbes, de l'importance du secteur privé, des petites et moyennes entreprises pour la relance économique de la région. Et cela donc en complément avec le secteur public que je décrivais plus tôt, où je décrivais nos interventions plus tôt. Et c'est là que finalement le groupe de la BID et les synergies qu'on peut créer au travers de la fenêtre publique, de BID Invest et de BID Lab est très importante. Alors nous resterons présents.
vraiment désolé, pour ce glitch, hein, et désolé pour avoir réalisé cette présentation à distance. Hein, ça aurait été plus facile en présentiel probablement. Donc là, je suis sur mon téléphone parce qu'il semblerait que je n'ai pas réussi à reconnecter mon ordinateur. Donc, toutes mes excuses. Je ne sais pas où je suis parti, mais j'en étais à la conclusion, donc je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps. Donc, en conclusion, je voulais nous recentrer un peu sur le thème spécifique de ce sommet de la finance, qui était financer les micro, petites et moyennes entreprises en Haïti. Et le message que je voulais transmettre, c'est qu'à la BID, nous sommes conscients de l'importance du secteur privé pour la relance économique de la région toute entière. Et la manière dont on se propose de travailler et la manière dont on travaille, c'est au travers de tout le groupe de la BID et au travers des synergies qu'on peut établir entre la fenêtre publique, IDB Invest, BID Invest, excusez-moi, et BID Lab. Voilà, donc nous sommes présents et nous resterons présents pour promouvoir un investissement durable. Et je remercie vraiment les organisateurs du Sommet de la Finance pour leur invitation et les participants pour leur intérêt. Donc, je vous redonne le floor. Un, deux. Monsieur Bellinger, Monsieur Bellinger, vous êtes là? Oui. Je vous rappelle que vous suivez la 12e édition du sommet de la finance. Justement, Monsieur Bellinger qui est parti, malheureusement. Financer les micro, petites et moyennes entreprises en Haïti, c'est autour de ce thème que cette 12e sommet, que cette 12e édition du sommet international de la finance s'organise cette année, le plus grand rendez-vous de la finance en Haïti. Depuis 9h30, le PDG du groupe Croissance, Christian Farel, le PDG de Profin, ont donné le coup d'envoi avec notamment un discours remarquable du gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Jean Badin Dubois. Nous te suivons 3 panels et durant la première journée, ça, notamment avec nos amis de la Banque mondiale, je parle de Amadou Dem, économiste, et Anouk Pechevi, économiste associé. Ils ont parlé avec nous autour du thème l'importance de l'appui au développement des petites et moyennes entreprises, justification et perspective par la Banque mondiale. Ensuite, nous avons l'autre panel ensemble avec Maxime Scholl. Nous avons parlé ensemble avec Christian Farel autour du sujet ça, ou bien thème ça, défis et contraintes des MPE évoluant dans le milieu rural haïtien. Nous avons un 3e panel qui était composé de Maître Claudie Mansan avec professeur Fritz, alors Frédéric Gérald Chéry. Ils ont parlé ensemble avec nous autour de thème ça, opportunités pour les PME, dans le cadre de la participation au niveau de la commande publique. Et en dernier lieu, nous suivons ensemble avec vous, présentation des projets de la BID en Haïti.
Merci, parce que vous avez été branché, vous avez suivi 12e édition en sommet ça, que ce soit en présentiel avec nous à l'hôtel Marriott ou également vous qui suivez justement sur différentes plateformes qui a relayé événement ça. Encore une fois, nous vous remercions, nos différents partenaires, nous remercions également les différents médias qui ont relayé événement ça pour plus de monde capable